عجبك خدمتك بعدا؟ الاركيتكتور ما عطاتنيش والحياة رجعتني للواقع. Je vous présente mon fils, Mehdi. Bonjour. Bonjour. Il vient ici de temps en temps me donner un coup de main. ياك ما زرقنا. كنحمقي. غير بغيت نتأكد ما غلطش مني تبعت قلبي. J'ai une soirée samedi avec des amis. Ce sera l'occasion que tu rencontres des gens intéressants. Toutes les femmes vous désirent. Vous le savez, ça. Tu parles à mon père. Il va demander à Serge de te prendre à l'essai. مالك ما كتجاوبش؟ راه خلعتيني عليك. C'était qui cette fille? وانا هادشي اللي كنحس به. خصك فيه. العواقب كتلحق علينا. إما كانت خايبة إما كانت زوينة. Vous vous êtes inspiré de personnes réelles pour construire cette opposition justement avec ces deux familles complètement différentes socialement et par rapport justement à ce qu'ils vivent là, est-ce que il y a eu des personnes qui vous ont servi d'exemple, quoi, disons? Quand on écrit un film, je pense que ça vient jamais de nulle part, quoi. L'imagination, elle se construit forcément sur quelque chose de réel. Après, oui, ce film, c'est un film qui est extrêmement personnel. Le récit, il est vraiment construit sur ce que moi j'ai vécu en tant que jeune femme dans mes expériences amoureuses et dans mes histoires amoureuses. Et je me suis rendu compte à travers ces histoires que j'ai été tour à tour Mehdi, Selma, que j'ai été aussi Marie, que j'ai été dans les trois positions. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit tiens, mais en fait, il y a quelque chose qui est extrêmement politique en fait dans notre manière d'aimer. Et en fait, l'amour et les expériences amoureuses peuvent vraiment changer notre regard sur le monde. Et moi, ça a été le cas. J'ai appris de manière douloureuse ces questions de domination et de rapport de classe, etc. à travers mes histoires amoureuses. Donc c'est comme ça que j'ai voulu faire un film de tout ça. Après, pour ce qui est des personnages secondaires, ils sont vraiment le reflet de gens que j'ai pu rencontrer, de ce que j'ai pu observer de la communauté étrangère au Maroc et notamment à Tanger où j'ai vécu longtemps. Et il y a de tout. En fait, là, les parents de Marie, on est plutôt sur des gens, voilà, ils sont collectionneurs d'art. Il y a beaucoup de ça à Tanger. C'est pas du tout le tourisme qu'on retrouve à Marrakech, qui est plus un tourisme de masse. À Tanger, c'est plutôt des gens qui sont aussi un peu attirés par tout l'imaginaire collectif qu'il y a sur le passage de la Beat Generation, les Rolling Stones, tous les grands artistes qui sont passés par... Enfin, il y a toute une mythologie en fait autour de cette ville. Et après, je comprends, c'est une ville magnifique que j'adore et qui est vraiment chargée d'énormément de choses. Et du coup, ça n'attire pas vraiment le même tourisme, quoi. Et j'avais envie d'explorer ce type de tourisme-là qu'on montre rarement en fait au cinéma. Où c'est des gens qui sont fortunés, qui ont un capital économique mais aussi un capital culturel et qu'est-ce qu'ils décident d'en faire, quoi. Qu'est-ce qu'ils déconstruisent aussi dans leur manière de regarder le Maroc et d'être au Maroc et d'être avec les Marocains et qu'est-ce qu'ils reproduisent comme violence aussi, quoi. Après on a des personnages comme Stacy où là on assume complètement l'autre versant du tourisme au Maroc, où ça peut être aussi du tourisme sexuel, où là le personnage de Stacy, pour moi, elle fonctionne vraiment en miroir avec le personnage de Carole Bouquet, où c'est comme si voilà ce que Clotilde pourrait être si elle assumait vraiment ce qu'elle est au fond d'elle, quoi. Ce rêve capitaliste dont je parle dans le film, qui est cette espèce d'ascension sociale, qui est représentée par la famille du personnage de Marie, c'était pas l'élan principal qui l'a poussé à aller vers Marie. L'élan principal, il est d'ordre sexuel.
C'est-à-dire qu'à la base, c'est un jeune homme qui désire une femme, c'est une jeune femme qui le désire, et en tout cas c'est un désir partagé, mais qui ne peut pas en fait être consommé du fait des normes sociales. Et donc du coup, c'est cette frustration sexuelle qui va le pousser à aller vers Marie, d'abord par facilité, et puis finalement, il va petit à petit être pris dans cet engrenage-là, et puis il va rentrer là-dedans. Sauf qu'en fait, ça va pas être suffisant pour Marie. C'est-à-dire que pour qu'il soit socialement acceptable, selon ses codes à elle et selon les codes de son milieu, et ben, petit à petit, elle va devoir le façonner pour qu'il soit acceptable dans son monde. C'est-à-dire lui trouver un boulot acceptable, parce que travailler sur des chantiers, c'est pas possible, ça va pas, c'est l'habiller, exactement, etc. En fait, en réalité, ce qu'on comprend, c'est que c'est la question c'est une violence en fait, hein, qui est exercée sur lui, mais elle n'en a pas conscience puisque elle-même subit exactement la même violence de la part de sa mère. Donc en fait, c'est quelque chose, c'est la question de la violence subie et la violence engendrée, quoi, cette espèce de cercle vicieux qui se reproduit constamment jusqu'à ce qu'on prenne conscience de où on est et ce qu'on produit et qu'on arrête tout ça, quoi. C'est un désir qui est vraiment partagé, et puis elle finit par y céder, quoi. Et d'ailleurs, en échange, elle reçoit cette promesse de mariage, etc. Non, pour moi, la violence qu'elle subit, c'est une violence... en fait, c'est elle la victime de cette espèce de rêve capitaliste. Pour moi, c'est une violence de classe, quoi. C'est plus... c'est que... Et en plus, c'est une femme, quoi. Vous parliez de ça, parce qu'en fait, c'était aussi le cas dans mon premier film, hein, au final. En fait, j'avais même pas fait le rapprochement. Mais je pense qu'on est traversé même inconsciemment par ce qu'on connaît. Moi, j'ai toujours, autour de moi, vu plutôt des femmes prendre en charge les choses économiques et la responsabilité de la famille et les décisions importantes. Et peut-être que oui, c'est pas quelque chose que l'on voit suffisamment au cinéma, peut-être, quoi, cette idée de... Ouais, le capital économique qui est tenu par les femmes, peut-être que ça reflète quand même une réalité qui est... c'est-à-dire que bon, il existe encore un tel gap entre les hommes et les femmes, enfin, je parle d'un point de vue économique, que peut-être c'est pour ça que c'est pas quelque chose que l'on retrouve communément dans les récits. Mais bon, ça existe, quoi. Et là, je trouvais ça intéressant pour le rôle de Marie, quoi, parce que c'est le rapport aussi à la mère. C'est très compliqué, hein, les relations mère-fille, hein. C'est quelque chose de viscéral, complexe. Il y a ce que la mère projette aussi sur son enfant, il y a ce que l'enfant, la fille projette sur sa mère et ce qu'elle veut peut-être ne pas reproduire, ne pas être, ne pas machin. C'est très complexe et je trouvais ça intéressant de l'aborder sous cet angle-là et de faire un personnage masculin un peu effacé, un personnage de père, encore une fois, un peu effacé. C'est vrai que c'était le cas aussi dans Sophia, quoi, ouais. Et même pour aller plus loin, il y a comment quelque part chacun de ces trois personnages est pris au piège dans son schéma familial, en fait, et comment il essaye d'en sortir. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de culpabilité le personnage de... En fait, ils sont tous piégés dans leurs schémas familiaux. Le personnage de Marie avec sa mère, parce qu'elle sait très bien que la liberté qu'elle a, c'est parce que sa mère lui donne, à travers le confort matériel qu'elle reçoit, mais au final, elle n'est pas libre. Elle dit qu'elle est libre, mais elle n'est pas libre. Elle le sait très bien qu'elle ne l'est pas, puisqu'en fait, il n'y a aucune décision qu'elle peut prendre seule, puisqu'elle n'est pas autonome. Et en tout cas, elle n'est pas indépendante financièrement. Il y a les promesses qu'attend le père de Mehdi par rapport à cette entreprise, de voilà, continuer cette lignée, reprendre l'entreprise du père, marcher sur les traces de son père alors qu'il rêve d'autre chose. Il y a... en fait, chacun est coincé dans quelque chose. Il y a les obligations de Selma, qui est orpheline, qui n'a plus ses parents, mais qui doit faire vivre son oncle, qui travaille à la boulangerie, qui cumule des boulots, qui bosse et qui vit dans sa petite piole et qui envoie de l'argent dès qu'elle peut et qui a besoin que les choses soient cadrées, quoi. Et tout ça, oui, c'est l'éducation qui nous donne ce cadre-là aussi. Pour le personnage de Marie, j'ai tout de suite pensé à Sarah parce qu'il y avait quelque chose dans sa voix comme ça que je trouvais assez intéressant, de jeune... Enfin,
femme-enfant en fait, de cette femme en fait qui a 40 ans mais qui est encore coincée avec ses parents et qui a du mal à prendre son envol. Et je trouvais que sa voix amenait ce petit truc un peu qui peut même à des moments être un peu énervant mais qui est aussi touchant. Pour Selma, je voulais par contre que les deux filles soient vraiment à l'opposé physiquement. Et Selma, quelque chose de... En fait, mais c'est quelque chose qu'on a travaillé aussi dans le jeu. C'est-à-dire ce côté un peu aérien de Sarah. Elle apparaît dans sa robe blanche, tout semble facile, elle marche de manière... Enfin, on a l'impression qu'elle flotte, quoi. Tout est simple, quoi. Tout est facile. On dirait qu'elle est même pas... Elle est hors sol, quoi, tout le temps, en fait. Et alors que Selma, le personnage de Nadia, on a plutôt travaillé quelque chose de ancré, quoi, sur terre, quelque chose de pragmatique, quelque chose de... Voilà, elle est dans un rapport... Ouais, exactement, quoi. En fait, ce qui est intéressant avec le personnage de Selma, c'est qu'au départ, elle est dans une forme de... un truc un peu naïf, très... Enfin voilà quoi, jeune fille un peu naïve qui s'amourage de ce mec, etc. Enfin, il y a quelque chose un peu léger, à la Emmanuelle Mouret presque, quoi. Enfin, un truc un peu léger comme ça, et, mais que je trouve très chouette, j'adore. Et en fait, quand ça bascule vraiment et elle montre un autre visage d'elle-même et elle devient inquiétante. Et ça, c'était ça que je voulais travailler, parce que c'est quand même un thriller, quoi, le film. Donc il fallait travailler aussi cette idée de switch, quoi. Elle n'a pas le choix, il faut qu'elle s'en sorte, mais il y a quelque chose d'inquiétant, quoi. Il est traqué, quoi. Il est littéralement traqué, en fait, par elle. À un moment, on se dit, elle est capable de tout, quoi. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il lui propose ce deal, parce qu'il dit, je vois pas comment m'en sortir. Le contexte social dans lequel on est aujourd'hui, qui est que pour les jeunes, et ça raconte, c'est en reflet avec ce que Mehdi vit aussi, quoi, qu'il y a cette idée de plafond de verre, que les jeunes ont beaucoup de difficultés à mettre en œuvre leurs projets s'ils ne sont pas aidés, s'ils ne sont pas accompagnés, et qu'ils sont même empêchés par leur milieu, par leur société. Enfin, le mec, quand il vend l'escroc, il le dit, quoi. Tout part, il y a les étrangers achètent tout, il faut vite saisir l'occasion. Ils viennent de partout, ils achètent tout. Le Maroc est très en vogue, quoi. Enfin, et en ce moment, le Maroc a le vent en poupe. Donc c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'étrangers qui s'installent, qui investissent, mais du coup, que reste-t-il pour les Marocains et notamment les jeunes? C'est pour ça qu'il y a eu les manifestations récentes de la Gen Z. C'est de ça qu'il s'agit principalement, c'est ces questions-là qui sont abordées. Il y a une petite moralité, disons, qu'il ne faut pas courir après deux femmes à la fois. Ah bah ça je sais pas, c'est pas à moi de vous le dire. Voilà, oui, non mais après le contraire aussi, ça peut peut-être exister. Bah moi j'aime pas les morales, quoi. Je pense pas que je donne une morale ou quoi dans le film. Je pense pas que le film il apporte des réponses. Et d'ailleurs Sophia c'était le cas aussi, quoi. C'est un peu le propre aussi de la tragédie grecque que j'adore, c'est qu'il y a cette idée de chute à la fin et puis chacun se démerde avec enfin, chacun fait avec les conséquences, quoi, avec ses propres choix. C'est plus une réflexion alors du coup? Après, en tout cas, c'est une réflexion sur c'est quoi le bonheur en fait, c'est quoi la notion du bonheur en fait. Est-ce que c'est avoir plus, c'est posséder des choses, être dans cette idée un peu capitaliste, quoi, du bonheur? Est-ce que ça, c'est pas le plaisir, plutôt? Ou est-ce que le bonheur, c'est quelque chose, au final, d'assez simple, quoi, qui se construit et qui... Je sais pas. Je pense que c'est une question tellement personnelle et on a tous des réponses très différentes, quoi. Moi, j'ai ma petite idée là-dessus, mais je pense pas que... Enfin, en quelque sorte, en tout cas, on se dit qu'il a perdu quelque chose qui était précieux, quoi, en perdant Selma. Et le choix des acteurs français, à part Sarah Giraudot que vous avez expliqué tout à l'heure, Carole Bouquet et le mari, comment vous les avez... Bah Carole, franchement, ça a paru... Je me suis vraiment posé la question des rôles secondaires assez tardivement.
Mais quand j'ai commencé à me poser la question, franchement, Carole, c'est arrivé assez vite, quoi. Cette idée un peu de cette prestance, ce charisme. Bon, c'est une très grande actrice, quoi, aussi, vraiment. Puis cette incarnation un peu d'un certain type un certain type de bourgeoisie aussi. Et Olivier Rabourdin, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Et je cherchais aussi quelqu'un qui n'avait pas la même prestance, pas la même posture, un côté un peu plus rond, un peu plus doux, un peu plus... ouais, exactement. Par rapport au personnage de Marie, mais qui soit aussi un peu effacé par rapport à Carole. Et je trouvais que ça fonctionnait bien. Et voilà. Ça fonctionne bien. Non, parce qu'il est effacé, mais il est présent. C'est un peu la balance du personnage, quoi. Hein. Parce qu'il est vraiment présent quand même. Il est présent pour sa fille, mais bon, quand il faut s'effacer, il s'efface très vite. Oui, voilà, oui. Il est quand même pas... Non, moi, je peux dire la présence à l'image, quoi. Ah oui, oui. Après, il est pas... Il est aimant. Il est aimant, mais en fait, lui, il est vraiment construit en miroir du personnage de Mehdi. C'est-à-dire, on comprend bien que c'est un mec qui vient de nulle part et qui a fait un mariage avec une femme riche, quoi. Et qui, du coup, est un peu coincé dans ce couple qui est un peu dysfonctionnel, où il trouve pas vraiment sa place, mais en même temps, il se dit, bon, ok, je fais avec ça, parce que c'est comme ça. Mais il n'est pas complètement libre, quoi. D'ailleurs, elle attend de lui, quand ils annoncent le mariage, elle attend de lui qu'il dise quelque chose, mais il est un peu... En même temps, quoi qu'il dise, elle va lui tomber dessus, donc il vaut mieux pas qu'il parle. Oui, parce qu'elle lui rappelle à chaque fois que c'est elle qui a... À chaque fois qu'il parle, ça va pas, de toute façon. Donc, du coup, et il est complètement agacé. Je trouve que ça amène ce côté un peu léger et drôle aussi au film, quoi, le personnage d'Olivier Rabourdin. C'est pas qu'un film tragique, hein. Pour moi, il y a plein de moments... Alors certes, c'est de l'humour noir, mais moi, je trouve qu'il y a plein de scènes qui sont très très drôles. La scène de la rencontre, par exemple, avec les parents, je la trouve très drôle. Celle des échecs aussi. Celle des échecs aussi. Tous les moments avec les parents, au final, ça amène... je veux dire, on rit jaune, même le moment où elle dit qu'elle veut voyager avec lui pour son anniversaire. La réaction de la mère nous fait beaucoup rire. On est gêné, mais on rit quand même, quoi. Moi, je trouve le titre très représentatif et très métaphorique, parce que c'est vrai. Est-ce que vous avez eu du mal à trouver justement derrière les palmiers? Franchement, non, je l'ai trouvé tout de suite. Tout de suite. D'ailleurs, au début, c'était un titre anglais. C'était Behind the Palm Trees. Et je voulais garder un titre international anglais, mais en fait, pour la sortie française, c'était mieux d'avoir un titre français, quoi, c'est normal. Mais parce que pour moi, en fait, le film, il a une dimension internationale, quoi. Il y a quelque chose... il y a des acteurs français, il y a du français, il y a de l'anglais, il y a de l'arabe, il y a quelque chose qui est représentatif aussi de la ville de Tanger, qui est très cosmopolite. Mais oui, derrière les palmiers, c'est qu'est-ce qui se joue dans les arrière-cours des villas luxueuses, derrière les palmiers. Il y a une autre réalité qui se cache. Il y a les palmiers que l'on voit sur les cartes postales, parce que le Maroc, sa principale source de revenus, c'est le tourisme, et c'est un pays qui est extrêmement visité, très aimé, pour plein de raisons, quoi. Cette espèce d'imaginaire un peu exotique, etc., etc. Mais il y a une autre réalité qui se joue, et il y a une conséquence, quoi, aussi, en fait, à cette présence étrangère aussi sur le territoire marocain. Il y a une conséquence aussi dans les rapports humains, quoi, intimes. Là, en l'occurrence, c'est une histoire d'amour, mais... Donc voilà, il y a d'autres choses qui se jouent derrière les palmiers. Mais le film est très 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 attendu au Maroc. On a fait la première au Festival de Marrakech, et ça a été un buzz énorme, mais vraiment c'était... je m'attendais pas à ce que ça fasse autant de bruit. Et du coup, maintenant, tout le monde attend la sortie du film. Et comme en plus, on est en train de rentrer dans la communication parce que la sortie approche, et maintenant via Internet, tout le monde a accès à tout.
Et au Maroc, ils ont accès au trailer, ils ont accès. Donc les Marocains attendent vraiment impatiemment la sortie du film. Ouais.